Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui nous regardent à distance pour cette session des rencontres économiques d'Aix 2022. Et nous avons comme sujet flécher l'épargne vers la croissance. Comme pour un beau challenge pour un dimanche matin. Ça sonne comme un vieux sujet de dissertation d'avant-hier, où on se souvient des temps anciens, ceux du monde d'avant, celui où les équivalences étaient simples et le monde était plus cartésien. On avait des livres d'économie qui nous disaient que l'épargne est créatrice, car elle permet l'investissement productif et qu'elle soutient la croissance économique. Et en fait, depuis Jean-Baptiste Say jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était l'épargne qui permettait la formation des capitaux productifs. Mais tout ça, c'était avant. Depuis, le monde a bien changé et tout semble se dérégler. Et pour dire vrai, on ne sait plus très bien ce dont on parle, ni en matière d'épargne, ni en matière de croissance. Alors en matière d'épargne, juste quelques rappels. Aujourd'hui, le taux d'épargne des Français est très élevé. On a atteint 20% du revenu disponible pendant le Covid et nous sommes encore à 18%, ce qui est historiquement haut depuis les années 80. Et pourtant, dans le même temps, le PIB a joué les yo-yo. Moins 8% en 2020, plus 7 en 2021, un nouveau repli au début de l'année avec la guerre en Ukraine et le variant Omicron, et ça nous conduirait à une croissance de 2,3 en 2022, selon les prévisions de l'INSEE. Dans le même temps, l'inflation revient et érode les rendements réels des épargnants, et on se souvient qu'il y a quelques mois encore, nous découvrions le monde des taux négatifs qui ont bouleversé toutes les allocations d'actifs. Nous perdions nos repères sur le coût du risque. L'argent facile ouvrait la porte à des bulles diverses. Les bulles sur les cryptoactifs, sur certaines valeurs, sur certains secteurs. Et aujourd'hui, les taux remontent. Dans ce contexte, l'épargnant est concrètement perdu. Il doit à la fois chercher du rendement et chercher une certaine sécurité face à une multiplication des risques. Alors l'histoire économique jugera cette période, mais il y a quand même eu beaucoup de mouvements macroéconomiques de grande importance en quelques mois. Alors qu'il nous faudrait une vision de long terme pour flécher l'épargne, et nous sommes confrontés aujourd'hui à un monde qui est toujours plus volatile et toujours plus incertain. Alors si on parle de la croissance et du financement maintenant, là encore on ne sait plus non plus très bien de quoi on parle. Les choses étaient simples lorsqu'on réduisait la croissance à l'évolution du PIB, du produit intérieur brut. Flécher l'épargne vers la croissance, oui, mais quelle croissance? De plus en plus fortement, la question de la croissance durable et de la décarbonation de notre économie se pose, ce qui veut dire une épargne et une gestion d'actifs plus verte. Concrètement, on a connu un fort développement de l'ISR, l'investissement socialement responsable, côté épargne, et de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, de l'autre, pour les entreprises. Il faut bien constater que, là encore, les choses ne sont pas stabilisées, et loin s'en faut. La récente actualité financière s'est faite l'écho de controverses sur les fonds ISR, sur les flous autour des labels et sur la réalité de leurs engagements. Le fléchage de l'épargne vers une croissance durable n'est pas un processus finalisé pour les intermédiaires financiers, ni pour les investisseurs institutionnels. S'agissant du financement de l'économie réelle, avec le quantitative easing, la politique des banques centrales a fait exploser les masses monétaires et les quantités de liquidités en circulation, et cela a donné du bon et du moins bon. Ça a permis d'éviter les errements du credit crunch de 2008, ça a permis un fort dynamisme du capital investissement, mais en même temps, on a vu l'explosion des cryptoactifs dont l'impact à moyen terme sur la croissance et sur l'emploi ne sont pas évidents, et depuis quelques jours, ils le sont d'ailleurs encore moins. Par ailleurs, avec les différents plans de relance, la puissance publique est massivement intervenue dans le financement de l'économie et dans celui des entreprises. Le programme d'investissement d'avenir et désormais le plan France 2030 mobilise l'épargne vers la décarbonation de l'économie, l'innovation en santé, la souveraineté numérique et la formation aux métiers de demain. Au total, ce seront donc 50 milliards
qui sont mobilisés dans les années à venir avec l'appui d'opérateurs comme la Caisse des dépôts ou comme BPI France. En tout cas, ces différentes évolutions fortes montrent une décorrélation de plus en plus marquée entre l'épargne et le financement des entreprises. Donc en résumé, l'épargne est déréglée, on a un fort taux d'épargne, mais on a beaucoup d'épargne de précaution, on a une montée de l'épargne responsable et une explosion des volumes de liquidités. La croissance est déréglée, il y a des bulles, des risques de récession, et la notion même de croissance est remise en cause avec la croissance durable. Le lien entre les deux est moins direct qu'avant, mais plus que jamais, on a besoin de financer la transformation de l'économie et la transition énergétique et environnementale. Et pour cela, on a besoin des personnalités autour de la table pour financer le monde de demain et inventer de nouveaux équilibres plus durables d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique. Alors, face à ces bouleversements, notre métier, notre système financier est lui aussi remis en question. Et on peut se poser la question de savoir quelles sont les cibles prioritaires pour le fléchage de l'épargne, le rôle des intermédiaires financiers, quelles sont les attentes que les acteurs financiers peuvent avoir vis-à-vis de la puissance publique pour que l'épargne concourt à une croissance durable. Autrement dit, quels objectifs poursuivre, pourquoi et comment. Et c'est à ces questions que nos invités vont essayer de répondre dans le temps qui nous est imparti. Et franchement, beau challenge de nouveau. Alors pour répondre à ces questions, nous avons 6 invités de marque. Manu Bashkaran, qui est directeur général de Centennial Asia Advisors et vice-président de Economic Society of Singapour. C'est cette institution qui nous avait aidés à faire les rencontres, des rencontres économiques d'Aix en Asie. Et donc, il nous présentera le taux d'épargne élevé en Asie et le rôle clé des institutions intermédiaires dans les ressources. Puis on aura à distance Prakash Kannan, qui est directeur au sein du fonds souverain singapourien GIC et qui sera donc présent par notre intermédiaire d'écran et qui nous montrera comment la transition économique, écologique et énergétique fait l'objet d'investissements croissants également en Asie. Donc Prakash, you're with us remotely and will you show us? Vous êtes avec nous en ligne et vous nous montrerez la quantité d'argent qui est investie en Asie dans l'énergie et la transition écologique. Vous nous avez dans l'ordre de passage, c'est quand même beaucoup plus facile pour nous reconnaître, qui nous parlera du rôle du capital investissement français dans le financement de la croissance durable en matière de décarbonation, de biodiversité et d'innovation. Bertrand Rambaud, qui est le président de CIPAREX, ce grand fonds d'investissement très ancien, très précurseur, puisque je crois que c'était le premier en France, nous indiquera avec quelques outils financiers comment on agit dans les territoires français au plus proche des investisseurs, des épargnants. Emmanuel Goldstein, le directeur général France de Morgan Stanley, nous présentera ce que fait la banque américaine et toutes les banques d'ailleurs pour adapter leurs produits et permettre à de nouveaux épargnants d'accéder au financement et à l'économie de demain. Et Tim Collins, directeur général du fonds Ripplewood, qui nous montrera à partir de l'exemple américain comment les choses changent, comment le banquier change aussi, et notamment comment les partenariats avec les entreprises se font. Manu, I give you the floor, your start. Vous avez la parole, monsieur, à vous. Vous avez vos fameuses 6 minutes pour présenter le sujet. Merci beaucoup et bonjour et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais vous parler du point de vue d'un économiste qui a observé les tendances de l'Asie du Sud et de l'Est et qui a essayé de voir le rôle de l'épargne dans le financement d'une transformation économique radicale. Donc je vais vous parler de manière descendante de ces tendances. La leçon clé que nous avons apprise des écosystèmes macroéconomiques doit nous mener à utiliser l'épargne avec des forts taux d'investissement. On peut financer les choses sans entraîner des difficultés financières pour les pays tels que des problèmes monétaires ou des chocs financiers. C'est ainsi que l'on peut avoir un développement économique élevé et transformant.
Quel est l'écosystème qui doit pouvoir permettre de mettre en œuvre cette épargne productive? Il y a plusieurs éléments. D'abord, un environnement politique stable pour que les épargnants se sentent sûrs que leur économie ne sera pas perdue. Il faut de la stabilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de changements gouvernementaux. Il y a des pays d'Asie du Sud-Est qui ont eu des changements gouvernementaux fréquents. Mais l'approche gouvernementale est restée la même, de sorte que les épargnants ne s'attendaient pas à des changements soudains de politique qui risquaient de saper la valeur de leur épargne. De manière générale, la plus grande partie de l'Asie du Sud et de l'Est ont connu ces conditions stables. Ensuite, il faut un environnement macroéconomique stable. Et la clé, c'est que les économies de la région ont maintenu un faible taux d'inflation, tant au plan absolu qu'en termes des liens avec les partenaires d'échange et les concurrents. Lorsqu'il était nécessaire d'avoir une interruption minimum des flux monétaires. Troisièmement, il est important également que les gouvernements contribuent à l'épargne. Par exemple, à Singapour et en Malaisie, il y a une règle stricte concernant la gestion fiscale. Il est essentiel qu'il n'y ait pas de déficit du compte courant budgétaire, et afin que les revenus courants puissent financer tout ce qui concerne les retraites et les dépenses sociales. Le déficit ne peut être que sur le compte de capitaux qui est le budget d'investissement, afin que les revenus, les recettes couvrent les dépenses courantes, et ceci, bien sûr, contribue à la stabilisation du système. En outre, un autre pilier pour avoir un écosystème sain, c'est la solidité, la robustesse de l'architecture financière. Il est intéressant de voir qu'on se réunit quasiment 25 ans jour pour jour après la crise financière asiatique de juillet 97. Nous avons tiré des leçons très dures de cette crise et avons pu ainsi améliorer la structure et la capitalisation du système bancaire. Par exemple, l'Indonésie a été très durement touchée par cette crise, et elle a ainsi des taux pour ces banques qui ont conduit maintenant à une grande stabilité du système. Les marchés des capitaux ont un profil beaucoup plus bas dans cette partie du monde, mais leur importance s'accroît. Et en effet, c'est une bonne chose parce qu'il faut une architecture financière diversifiée. Si les marchés des capitaux doivent être davantage diversifiés dans la région, nous n'avons pas le même niveau de participation des fonds de pension, des fonds d'assurance et autres institutions connexes sur nos marchés des capitaux, et le marché des obligations reste sous-développé par rapport à ce qu'il est en France ou en Europe ou dans d'autres parties du monde. Dans des pays comme la Malaisie, néanmoins, on progresse considérablement avec le marché des obligations, mais moins dans d'autres parties de la région. Et il y a aussi un développement du financement islamique afin que les différents citoyens du pays puissent participer au système financier. Alors, que puis-je conclure ? Compte tenu de tous ces éléments, il est beaucoup plus aisé d'atteindre une croissance économique et d'utiliser une forte épargne qui est stable vis-à-vis de l'économie et qui n'est pas soumise à des chocs ou des crises, quelles qu'elles soient. Je vous remercie de votre attention. Merci Manu. C'est vraiment fascinant de voir comment les choses se déroulent en Asie. Prakash, est-ce que vous nous entendez? Pouvez-vous nous parler de la transformation économique dans le domaine écologique et dans le verdissement et son impact en Asie? Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser de ne pas être là en personne.
Il y a 6 mois, je me réjouissais de pouvoir venir pour cette réunion en présentiel. Et maintenant, il se trouve que j'ai trop de réunions en présentiel sur mon agenda, raison pour laquelle je vous appelle de l'Inde, où je me trouve en ce moment à une conférence. Mais je voudrais néanmoins remercier beaucoup les organisateurs de m'avoir invité. Pour ceux qui ne le savent pas, le GIC est un des fonds souverains de Singapour. Et je vais donc m'exprimer du point de vue d'un investisseur institutionnel. Ce que vous allez entendre de la part des autres intervenants, ce sont les différentes manières dont on peut mobiliser l'épargne vers la croissance. Mais moi, je vais vous parler davantage de la manière dont on peut orienter cette épargne. Il ne fait aucun doute qu'à l'heure actuelle, le plus gros défi en matière de croissance pour le monde et la planète, c'est une transition vers des émissions nettes zéro. Vous connaissez les chiffres, mais si on se concentre vers cette transition vers le zéro net, il faut travailler sur des infrastructures à faible émission et très résilientes, et cela demande un travail considérable. Les agences économiques estiment que 6 trillions de dollars vont devoir être dépensés en capitaux verts par an pendant les prochaines décennies pour avoir une eau propre, etc. Alors, 2 points de ma part. Tout d'abord, sur la nécessité et l'importance de soutenir le financement de la transition. L'industrie de l'investissement, à l'heure actuelle, présente un danger, c'est qu'ils ont tendance à voir l'investissement de manière manichéenne. Nous avons, par exemple, investi dans une centrale à charbon aux Philippines et la société avait un plan de transition tout à fait crédible pour passer de 100% charbon à l'heure actuelle et arriver à un 100% renouvelable d'ici 2030. Mais cela a été très difficile d'attirer des fonds parce que personne ne voulait investir à l'heure actuelle dans une centrale à charbon. Mais nous, on y est allé. On leur a dit, on va vous aider à procéder à cette transition. Et nous pensons que c'est cela qui est important parce qu'en aidant ces entreprises, on aura beaucoup plus d'impact sur l'économie réelle. Car si vous y réfléchissez, si toute l'industrie financière va vers un zéro net demain, ce qui est possible par des compensations carbone, cela n'aide pas la transition de l'économie réelle vers un zéro net. Donc il y a tendance chez les investisseurs à se départir, à quitter certains secteurs ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème, ça ne va pas dans le bon sens, qui est la décarbonatation de l'économie. Donc je pense que c'est un bien meilleur modèle d'essayer d'impliquer les entreprises, de les aider à faire leur transition vers des modes plus propres et plus verts. Deuxième chose que je voulais vous dire, les gouvernements, à mon sens, ont un grand rôle à jouer pour ce faire. On vient de vous parler de la stabilité macroéconomique qui est essentielle, hein, mais pour ce qui est de la transition verte, je vais dire 2 choses. Tout d'abord, il est important de formuler une bonne stratégie et je crois que si on regarde le big picture, comme on dit, il y a eu beaucoup d'engagement, engagement vers le zéro. À la COP26, l'Inde s'est engagée à arriver à ce stade d'ici 2070. Et c'est quelque chose de fantastique qui a aidé à catalyser l'épargne privée et à l'orienter dans le bon sens.
Mais dans le même sens, ils ont aussi lancé leur mission hydrogène en essayant d'accélérer des usines de production d'hydrogène, des centrales de production d'hydrogène pour aller dans le bon sens. Donc, il est important d'avoir une bonne stratégie, de rapprocher les échéances afin de bien diriger les investissements privés dans le sens que le gouvernement souhaite favoriser. Ensuite, avec les investissements dans les nouvelles technologies, par exemple le piégeage du carbone et son stockage, cela aide les gouvernements à prendre des risques de développement et ça aide à des fonds. Par exemple, vous avez les fonds de développement au niveau européen, la Banque européenne d'investissement qui peuvent qui peuvent améliorer leur mécanisme d'attribution des risques vers des entreprises qui n'ont peut-être pas les bonnes garanties. Et cela permet de diriger les capitaux privés parce que ce sont des investissements vers des éléments qui sont tout à fait nouveaux et cela va permettre des économies d'échelle. Donc il est bon que les gouvernements apportent leur soutien dans ce sens. Je m'en tiendrai là, si ça ne vous gêne pas, et je prendrai vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Prakash. Cause fantastique et somme considérable. Expliquer un peu comment ça se passe de ce côté-ci. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, flécher l'épargne pour la croissance, c'est ce que les acteurs du capital investissement font au quotidien. Et j'ai l'honneur de les représenter aujourd'hui avec Bertrand d'ailleurs, mais au nom de France Invest. Donc France Invest, c'est l'association qui représente 400 sociétés de gestion, l'ensemble des acteurs du capital investissement, de l'infrastructure et de la dette privée en France. L'ADN de notre métier, c'est d'être finalement une courroie de transmission entre l'épargne et l'économie réelle, les entreprises, puisque nous accompagnons des startups, des PME et des ETI. Alors, en France et en Europe, en France, globalement, les adhérents de France Invest accompagnent 9000 entreprises sur l'ensemble des territoires. Donc, ce métier, finalement, c'est de financer en fonds propres, d'accompagner sur du long terme ces entrepreneurs qui ont des projets de développement. Et c'est donc effectivement collecter, puis investir dans l'économie réelle cette épargne. Alors, si on regarde quel est l'état des lieux de notre profession, de notre industrie aujourd'hui, on ne le sait pas toujours, mais finalement en Europe, le capital investissement en 2021, c'est 138 milliards d'euros qui ont été investis, 25 milliards pour la France en 2021. Pour la partie capital investissement, si je mets la dette privée et l'infrastructure, c'est 50 milliards d'euros investis en 2021. Comme je le disais, sur l'ensemble des territoires, dans l'industrie, les biens et services de consommation, la santé et le numérique, donc dans des secteurs très divers. Notre marché en France a doublé de taille en 5 ans. Les entreprises que nous accompagnons, ce sont des entreprises qui grandissent plus vite que la moyenne, puisque la croissance des entreprises, c'est 2,5 fois supérieure à celle du reste de l'économie française. Et puis surtout, cette croissance, c'est de la création d'emplois, 250 000 emplois créés nets sur les 5 dernières années, et des entreprises qui sont, comme je le disais, en Île-de-France, à Paris, mais aussi dans les territoires, puisque une entreprise sur 2 que nous accompagnons est dans les territoires en France. Ces entreprises vont continuer évidemment à grandir, en faisant face à des challenges, je pense qu'on en a beaucoup parlé ces 2 derniers jours, de plus en plus nombreux. Elles doivent rester compétitives, continuer à attirer des talents, et tout ça dans ce contexte d'urgence climatique, je vais y revenir. Donc ce qu'on demande à nos entrepreneurs, avec qui on parle tous les jours finalement, c'est de courir un marathon à la vitesse d'un 110 mètres haies. C'est pas facile. Donc les défis auxquels font face ces entreprises, auxquels nous faisons finalement tous face, la question c'est comment nous allons continuer finalement à transformer cette épargne en croissance
dans le contexte de ces nouveaux défis qui accélèrent. Je reprendrai juste ce matin 2 défis majeurs. Évidemment, le climat, on en parle tous depuis 2 jours, mais les enjeux sont massifs pour nous. Il va falloir qu'on accompagne ces entreprises à se décarboner. Alors quand je dis massif, je rappelle quand même pour la France, c'est 60 milliards d'euros par an qui vont devoir être investis, principalement en fonds propres. Donc c'est un accompagnement de long terme. Alors ce sujet, il concerne bien entendu les entreprises, il concerne aussi leurs partenaires financiers que nous sommes, les États bien sûr, et donc il va falloir qu'on se mobilise, qu'on mobilise l'épargne, et j'y reviendrai. Donc il y a un sujet de financement bien sûr, mais il y a aussi un sujet d'accompagnement. Parce qu'accompagner ces entreprises, on va devoir accompagner à la fois des petites entreprises, on entend beaucoup les grands groupes prendre ce sujet en main, mais le sujet est beaucoup plus complexe pour des entreprises de taille moyenne, des PME, des ETI, qui sont moins outillées, qui ne savent pas forcément d'ailleurs par où commencer ce chemin de décarbonation. Donc il y a ce rôle d'accompagnement que jouent les acteurs du capital investissement pour les aider à accélérer là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on soit vigilant collectivement pour laisser personne de côté, pour qu'il n'y ait pas finalement une fracture qui se fasse entre les grands groupes qui accélèrent et ces petites entreprises. Notre deuxième défi auquel nous faisons face, bien sûr, pour répondre à ces enjeux de climat, c'est l'innovation. Les acteurs du capital investissement, on accompagne très fortement l'innovation, on va continuer à le faire parce que sans cette innovation, on ne pourra pas répondre aux défis du climat. Donc investir dans la deep tech, dans l'agritech, dans tous ces éléments sera clé pour nous pour continuer à se transformer. Et ça aussi, ça va demander des investissements massifs. Alors, pour que les entreprises se transforment et se transforment rapidement, il va falloir qu'on les accompagne. Mais pour que tout ça, ça fonctionne, pour réussir ces transformations, on a un certain nombre de conditions. Il va falloir qu'on mobilise, et c'est, je crois, notre sujet d'aujourd'hui, qu'on mobilise plus l'épargne. C'est un enjeu. Peut-être pour vous donner le bilan de ce qui se passe en France. En France, nous sommes en train d'accélérer, mais comme on le disait en introduction, aujourd'hui, l'épargne des Français est très peu orientée vers l'économie réelle. Donc c'est une épargne qui est mal rémunérée. Qui est investi en fait quand on regarde, et ce qui nous étonne toujours, c'est finalement cette épargne de long terme. Je pense à l'épargne retraite, je pense à l'épargne salariale, qui sont souvent des épargnes de 10-15 ans, où on voit finalement que cette épargne n'est pas investie dans l'économie réelle, puisque c'est 0,1% seulement de cette épargne, alors que elle a tout son sens à être investie dans les entreprises et dans ces accompagnements de long terme des entreprises. Donc, on dit beaucoup que les Français sont adverses au risque, qu'ils aiment la liquidité, ce que n'est pas le capital investissement, puisque c'est un investissement de long terme. Néanmoins, on voit que les choses se mettent en mouvement et qu'on est en train d'accélérer. Les distributeurs sont en train d'accélérer. Ils ont la main aujourd'hui. Tous les acteurs du capital investissement s'y mettent. Et c'est notre rôle aujourd'hui de donner accès plus largement aux particuliers à cette classe d'actifs qui donne du rendement, mais qui donne aussi beaucoup de sens. Donc, partager finalement la valeur avec la valeur qui est créée par la croissance des entreprises, avec les particuliers et les épargnants, c'est notre enjeu collectif, et aussi d'ailleurs la partager plus largement avec l'ensemble des parties prenantes et les salariés dans l'entreprise. Vous savez peut-être que chez France Invest, on travaille beaucoup à ça, à travailler sur plus de partage de valeur avec l'ensemble des salariés d'entreprise. Et c'est notre combat, et je crois qu'on réussira si on arrive justement à faire rentrer toute la chaîne de valeur et à partager plus largement cette croissance. Merci. Merci beaucoup Claire pour cette vision large de ce qui se passe en France et de ce qui va se passer. Du coup, sur le plan un tout petit peu plus circonscrit, Bertrand, c'est à vous. Oui, donc Claire a déjà dit beaucoup de choses, hein, merci. Et bonjour à tous. Je crois que ces 2 jours, on a beaucoup entendu parler de sens, de bien commun. Édouard Philippe disait également hier qu'il y avait, tu le disais juste avant, Claire, qu'il y avait un manque de culture économique d'un certain nombre de nos citoyens.
Et puis en parallèle, et là on l'a beaucoup entendu ces 2 jours, effectivement, des transformations de nos entreprises qui sont absolument considérables. L'un des intervenants disait hier aussi que le capital serait la mère de toutes les batailles, ou moi je dis souvent le nerf de la guerre. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a 2 mondes qui peuvent se réunir et se retrouver véritablement, enfin moi je le pense très profondément, sur des enjeux communs à travers ce fléchage de l'épargne via le capital investissement, le private equity. Alors c'est bien sûr pas la seule réponse, ça va de soi, mais c'est une réponse. On l'a dit, ça va dans les actifs réels, ça procure du rendement, et je pense qu'aussi ça permet d'être dans des entreprises, d'être dans du concret, d'accompagner des transformations ESG, ISR. Je crois que nos jeunes, enfin pas que des jeunes d'ailleurs, mais les gens ont envie de voir ça concrètement aujourd'hui, et on est vraiment à ce moment-là dans ce tournant. Pour moi, il y a une condition pour que ça marche, c'est qu'il faut qu'on donne la possibilité à ces épargnants, si on va dans le concret, d'investir dans des fonds dans lesquels vont aussi les grands investisseurs institutionnels. Vous savez que la France a toujours eu le don de créer des produits, parce que ce n'est pas la première fois qu'on s'intéresse à l'épargne individuelle. Il y a eu des fonds de nature fiscale avec des avantages fiscaux à l'entrée, mais qui, in fine, n'ont quand même pas toujours donné les performances qu'on attendait, parce que c'était extrêmement contraint à la française. Donc il faut déréguler tout ça, et la loi Pacte d'ailleurs va vraiment dans ce sens, et je pense qu'on peut le souligner, il y a eu des bonnes choses, et je pense qu'on est vraiment à un moment où on peut être en parfait alignement d'intérêts, en alignement de planète, pour attirer cette épargne et pour accompagner nos entreprises. C'est assez logique, notre métier il a 50 ans, il a été financé par des institutionnels, par des family office, aujourd'hui il doit s'ouvrir à l'épargne individuelle. Alors comment on fait ? Il y a les outils et puis les sous-jacents. Alors, je ne vais pas faire de la technique, il est 9h30 du matin, on est dimanche, je pense que vous n'avez pas très envie d'entendre des choses trop spécifiques. Je voudrais juste prendre 2 petits exemples, parce que c'est quand même le sujet. Il y a ce qu'on appelle un produit qu'on devrait nous tous faire, enfin que nous sommes beaucoup à faire, mais qu'on doit se faire encore plus demain, c'est des feeders. Donc des feeders, c'est quoi ? C'est des véhicules d'investissement qui sont souvent créés par des banques, qui attirent des gens qui mettent 100 000 euros, et ces feeders, ils se reversent dans des fonds institutionnels que les acteurs de private equity que nous sommes gèrent sur le terrain et investissent dans des entreprises. Ça marche chez nous, hein, c'est des dizaines de millions d'euros par an qui arrivent, et ça ouvre l'accès à des gens qui n'auraient pas sinon accès à ce métier. Et puis il y a plein d'autres supports, il y a des FCPR agréés par l'AMF, il y a évidemment l'assurance vie, il y a l'épargne retraite qui va arriver. Enfin bref, aujourd'hui les outils ils sont là, il y a une vraie panoplie d'outils. Ce qui est en fonction des patrimoines de chacun et des risques que chacun veut prendre. Après, ce qui est plus intéressant, c'est que maintenant, on arrive à faire du sur-mesure. On peut faire du sur-mesure par rapport à ce que l'investisseur a envie de faire. Alors, il y a eu une très belle initiative qui a été lancée par BPI France il y a 2 ans ou 3 ans, en mettant sur le marché, en opération secondaire, des fonds dans lesquels il investit, et donc en donnant la possibilité à des personnes physiques de devenir investisseurs de ces fonds, en mettant 5 000 euros et en portant différents actifs français. C'est plutôt très intelligent et ça a très bien marché. Et puis, si vous avez envie d'avoir un véhicule qui est présent, par exemple, allez, je prends l'exemple de Ciparex, dans une de nos régions de prédilection en Auvergne-Rhône-Alpes, on peut vous l'offrir pour être dans des PME, dans des ETI, dans des sociétés innovantes qui sont dans ces territoires. Si vous voulez être dans la transition énergétique, on peut vous l'offrir dans des fonds de transition énergétique. Si vous voulez faire du co-investissement, les acteurs, pas que nous, hein, les acteurs français du private equity peuvent aussi vous l'offrir. Et si vous êtes audacieux, et si vous avez envie d'aller dans la Web 3, parce qu'on dit plus crypto-monnaie, c'est plus un très bon mot, eh ben on peut aussi vous l'offrir, avec les risques attachés à tout ça. Non, mais tout ça pour dire que ça bouge énormément, on peut faire du sur-mesure, et c'est extrêmement adapté. Alors, dans la minute qui me reste, je voudrais juste terminer quand même sur 3 mots, parce que tout ça, c'est pas magique. Tout ça, c'est pas magique, et il y a des enjeux quand même derrière. Il y en a beaucoup, je vais en citer 4. Il y a l'enjeu de la liquidité. C'est très bien d'assurer l'épargne individuelle, mais il faut quand même qu'elle puisse se rendre liquide, parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est des investissements qui sont longs. Donc il faut que là, on s'améliore au niveau réglementaire pour permettre à ceux qui veulent sortir de sortir en cours de vie. L'autre point, c'est les frais. On sait que ça coûte cher de distribuer ces produits. Et je pense qu'on a une responsabilité collective entre nous, les gestionnaires, les banquiers, les distributeurs, les CGP, de limiter les frais pour que, in fine, la performance
individuelle soit le plus proche possible de celle d'un institutionnel. J'insiste que ça me semble absolument essentiel. On a une vraie responsabilité par rapport aux gens que nous emmenons là-dessus. Et puis enfin, il y a 2 points. Il y a quand même la remontée des taux qu'on vit. Donc, quelle va être l'influence de la remontée des taux sur ces produits? Même si les taux réels restent négatifs, quand même, le taux obligataire s'élève. Donc, ça peut être un frein. Donc, il faut encore plus expliquer ce qu'il y a derrière et la performance que nous apportons. Et puis enfin, je pense qu'on a une vraie responsabilité, c'est de dire quels clients on a envie d'emmener dans ce type de produit. Bien sûr qu'on a envie de chasser très large, mais attention, ça reste quand même un produit long terme, ça reste un produit volatile, ça reste un produit qui a ses cycles, et donc ça reste un produit d'initié. Donc ça veut dire qu'il faut aussi informer bien sûr le client, et c'est aussi la responsabilité des gestionnaires et des distributeurs d'accompagner ce mouvement. Voilà, donc on a un mouvement, je pense, exceptionnel. Je pense qu'on est complètement dans le sens de l'histoire. Il faut juste que la réglementation nous aide un tout petit peu à améliorer encore quelques virgules, mais je pense que l'épargne individuelle sera demain un très grand financeur de ce métier et surtout un hyper accompagnateur de tout ce que nous sommes en train de vivre et qui a été raconté très largement au cours de ces 2 jours. Merci beaucoup Bertrand. Notre débat promet d'être nourri parce que ça fait beaucoup de questions auxquelles on aura envie de répondre tout à l'heure. Emmanuel, comment ça se passe dans les banques? Alors, ça se passe pas mal. En complément de ce qui a été dit. Très heureux d'essayer de répondre en partie et surtout de compléter les propos qui ont été tenus. Je voudrais d'abord faire 2 remarques préalables. Parce qu'en bon libéral, on pourrait dire mais pourquoi on ne laisse pas faire le marché? Pourquoi au fond l'épargne ne se porte pas sur les produits qui sont adéquats ou vers lesquels ils ont envie de se porter? En fait, on a des systèmes d'incitation dans tous les pays du monde, à peu près, pour orienter une partie de l'épargne ou de l'investissement institutionnel vers des investissements de rupture technologique qu'il faut aider au début parce que sinon on ne peut pas en fait les déclencher. Ça c'est ma première remarque. La deuxième, pour renforcer le point qui a été fait par Claire, c'est la nécessité vraiment de diriger l'épargne vers les fonds propres parce qu'on a en France une culture qui est particulièrement tournée vers le non-risque, c'est-à-dire vers la dette, vers le livret A, rien contre le livret A, formidable, mais il ne faut pas que toute l'épargne soit dans le livret A, sinon on n'a pas une économie qui bénéficie des fonds propres qui peuvent lui être favorables. Alors, ma première série de remarques porte en fait sur la distinction entre les investisseurs institutionnels et les investisseurs individuels. Pour les investisseurs institutionnels, et on a entendu Praker qui représente un des plus grands fonds institutionnels, j'ai ici un fonds souverain qui est global et qui investit partout, pour qu'ils aient envie d'investir en France, on a d'un cadre intéressant, mais surtout qu'on leur fasse savoir quels sont au fond les supports d'investissement qui sont là, qu'on crée les instruments éventuellement qui les exposent à l'économie française et qu'on ait des entreprises qui soient nées, qui se développent et dans lesquelles ils peuvent investir. Et donc ça c'est absolument clé, mais au fond ces investisseurs professionnels, c'est relativement plus facile, ils ont une stratégie d'allocation et une fois qu'on leur permet d'investir dans les bonnes entreprises de notre tissu national, notre tissu local, alors elles peuvent être là. C'est très important de veiller à ce qu'ils soient là et donc qu'on entretienne la vitrine France, parce que si on ne le fait pas, et que finalement ces grands investisseurs institutionnels n'investissent que de façon marginale en France, le jour où il y a un problème, elles se replient en fait vers leur base domestique ou des bases d'investissement qui sont plus connues. Et à cet égard, il est à noter que la création d'un écosystème avec l'incitation à ce que des équipes d'investissement s'installent en France est très importante pour orienter structurellement les investissements des investisseurs institutionnels vers la France. Si maintenant on discute du retail, des investisseurs individuels pour essayer de les faire aller vers le risque. Alors d'une part, on a le développement de belles marques. S'il paraît que c'en est une, on en a d'autres, Raseo. Morgan Stanley est également une marque, même si on la commercialise assez peu en direction du retail en France. Mais on a beaucoup de retail qui arrivent. Pour vous donner un ordre d'idée, Morgan Stanley dans le monde, c'est près de 7 000 milliards d'actifs sous gestion. Juste pour vous donner un ordre d'idée, et on en distribue de partout. On a des étagères sur le marché le plus profond pour ça, qui sont les États-Unis, qui est notre plus gros marché. Et donc on a un certain nombre d'étagères. Nous distribuons des produits qui sont aussi des produits qui vont vers la France. Voilà. Et évidemment, on se développe en France pour proposer des produits structurés qui sont revendus
sous notre marque ou sous ce qu'on appelle la marque blanche, c'est-à-dire ils vont être vendus par BNP, Asset Management et autres, et donc vous allez investir dans du Morgan Stanley qu'on a structuré d'une certaine manière. Alors comment on peut structurer les choses pour que les investisseurs n'aient pas l'impression d'être punis dès lors qu'ils vont prendre des risques? Parce que oui, bien sûr, il y a des risques et des récompenses, et il n'y a pas de secret. Hein. Le secret où il n'y a que de la récompense, c'est Ponzi. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de récompense. Voilà. Et donc, comment on peut faire? Alors, si on regarde un des grands supports, pour être concret, sans devenir technique, un des grands supports de l'épargne en France, c'est l'assurance vie classique. On a les fonds en euros. Donc ça, c'est ce qui rémunère avec un taux qui n'est même pas fixe, mais enfin qui est à peu près déterminé chaque année de façon mécanique. Donc ça ressemble à un compte sur livret. Donc ça ne va pas directement vers l'économie réelle et vers l'économie de croissance. Et puis on a de l'autre côté des unités de compte. Et alors comment on arrive à faire passer les choses, disons l'épargne du premier support vers le deuxième? On a des techniques soit qui forcent les choses, où on dit bah voilà, on pourra mettre dans les fonds d'épargne, disons, seulement un certain pourcentage de l'épargne et on ira vers les unités de compte pour le reste. C'est une manière de faire. On peut également nudger en récompensant de façon plus forte la partie qui est mise dans l'épargne si la proportion qui est mise dans les fonds de croissance est plus élevée. Et puis, quelques outils que je voudrais mettre en avant dans les 30 secondes qu'il me reste. D'abord, il faut avoir les bons supports, ISR, ESG, et ce genre de choses, des tickets accessibles. Et effectivement, on peut saluer l'initiative de la BPI, parce que tout le monde ne peut pas investir des tickets de 100 000 euros. Et donc, c'est bien que ce soit 5 000. Et si possible, si on peut descendre à 1 000, ce sera encore mieux. Puis de la liquidité, on peut saluer également l'initiative d'Euronext, qui a créé un nouveau segment pour s'assurer que les entreprises de croissance puissent être cotées avec des conditions de cotation qui sont un petit peu plus souples et qui, du coup, permettent d'avoir des entreprises cotées dans le secteur de la croissance et donc d'avoir de la liquidité pour les actionnaires. C'était un point que faisait Bertrand. C'est important qu'on puisse récupérer à un moment son épargne. Et ma conclusion sera qu'au fond, si on veut avoir une place attractive, c'est un effort d'alignement de tous les acteurs. Et je pense, je ne peux que partager le diagnostic de ce que c'est tout à fait mûr, parce que tous les acteurs souhaitent vraiment avoir un écosystème sur la place française qui permette effectivement de flécher l'épargne vers la croissance. Merci beaucoup, Emmanuel. Il y a beaucoup de choses. Notre débat, décidément, va être de plus en plus nourri. Back to the US, Tim. J'ai pas tellement l'habitude du micro. Je suis plutôt timide, je dois le dire. Je suis américain et je ne vais pas m'excuser à ce sujet. J'ai passé tout mon temps ici. Bon, je n'ai pas passé trop de temps depuis l'élection de Trump, mais j'ai passé plus de temps ici depuis l'élection de Trump. Mais je voudrais quand même parler de deux catégories, notamment l'importance d'avoir une allocation d'épargne de manière solide et ensuite quels sont les outils qui facilitent ce processus. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un décideur politique, je vais juste être provocateur. Il y a deux obstacles principaux à l'inflation et au déficit des trusts. L'inflation pour les marchandises et les actifs, ce n'est pas seulement l'évaluation, la répartition des ressources, mais l'important, c'est qu'il faut aider les investisseurs. Et c'est une grosse maladie, en fait, économique. Paul Walker, qui est un bon ami à moi, m'a fait hésiter quand on parle de politique monétaire ou d'inflation. Mais il faut dire que l'inflation a un grand coût pour la société. Je ne crois pas que le meilleur moyen de traiter l'inflation, c'est de mettre tout le fardeau sur les banques centrales. Pour moi, il y a deux manières de réduire l'inflation. D'abord, il faut réduire les créateurs de l'inflation et surtout, il faut viser le plein emploi et augmenter la productivité et l'offre. Comme la deuxième option, généralement, ne peut pas se résoudre rapidement. Il faut protéger les plus vulnérables de ceux qui sont le plus impactés par l'inflation. Il faut utiliser la richesse de la nation. Et ça, je vais en parler plus tard. La deuxième condition, c'est la confiance.
on repose beaucoup sur la confiance, qu'il s'agisse des individus ou des institutions. La taxe sur la société en matière de méfiance est énorme et ça peut entraîner des mauvais comportements et ça peut avoir des problèmes quant à la société, dans l'économie. On l'a vu avec le Bitcoin notamment. Et ça peut entraîner en fait une évasion des actifs vers d'autres institutions. Et du coup, ça nous donnait encore plus l'impression que les institutions et l'économie ne méritaient aucune confiance. Et cela a eu un coût énorme. Et surtout, on l'a vu aussi que cela a eu un impact sur le déficit politique. Il faut donc des objectifs communs. L'exemple le plus parlant, le plus éloquent, c'est la stratégie de la réponse au changement climatique. C'est une tragédie générationnelle, choquante. Et on peut le voir lorsqu'on voit la qualité du débat. Moi, je vais dire par rapport à ce sujet que je n'ai pas perdu d'espoir. Et je pense qu'on peut encore avoir un discours civil pour résoudre cette question. Brièvement, je vais parler quand même du sujet qui m'incombe. Il faut des épargnes pour créer une société plus florissante. Et je vais être très brève. La productivité est cruciale, c'est très important. Le développement, il y a 3 manières pour augmenter la productivité. Le capital, l'innovation, les produits et les services, et organiser le gouvernement, les services et la main-d'œuvre pour maximiser la collaboration. De mon point de vue, la France et l'Europe ont fait un meilleur travail que les États-Unis pour soutenir les sociétés, notamment les PME. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a 3 ans, il y avait un banquier américain qui était un partenaire pour les clients, pas simplement un vendeur ou un gérant d'épargne. Ce type de service maintenant est interdit pour les PME. Le futur utilise des énergies pour rajouter de la valeur pour les clients, pour mieux répartir le capital. Et je pense que dans toutes les grandes économies, les PME sont vraiment le moteur de la croissance et de la stabilité. Nous avons une banque en Baltique où on crée en fait des PME dans une boîte et on fait en sorte que les PME soient vraiment l'épine dorsale de l'économie. On l'a vu, c'est le cas aux États-Unis et en France pour permettre d'avoir une économie florissante. Ça fait l'objet de beaucoup de débats, c'est toujours une bonne chose. La question maintenant, c'est de savoir comment y parvenir. Et beaucoup ont essayé de tenter de répondre à cette question. Moi, je ne vais pas présumer d'avoir une réponse globale, mais je peux vous donner 2 principes généraux qui peuvent être persuasifs. D'abord, il faut savoir les priorités. Il faut se concentrer sur les individus, sur les instituts. Si JFK s'est concentré sur la Lune, Jeff Bezos s'est concentré notamment sur l'expérience des clients. Et c'est là, comme ça, qu'il a pu prédominer. Et ça doit être le cas pour les compagnies. Et ensuite, il faut une collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et le domaine universitaire, quel que soit le projet, que ce soit la Lune ou l'Amazon ou autre chose, ou le soutien, par exemple, de Herald Brand. Il y a tout cela, c'est une question de collaboration entre les différentes parties prenantes. En matière de coopération, il faut une collaboration entre les compagnies et les sociétés pour augmenter la productivité. Il y a aussi un programme des infrastructures avec les autoroutes qui a pu créer aussi, donner lieu à une classe moyenne florissante qui a pu être une source d'inspiration. Et on l'a vu avec Eisenhower notamment. Bon, j'ai dépassé mon temps. Merci. It's perfect. I didn't have anything else to say. Je n'ai rien d'autre à dire de toute façon. Fascinating, and you opened the debate. Merci beaucoup. Vous avez ouvert le débat de manière très large. On va peut-être essayer d'avoir un débat, puisque c'est l'objet de notre... Moi, je retiens quand même, merci de toutes vos contributions, je retiens que c'est quand même des challenges gigantesques qui vont embarquer toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, et tous les épargnants, des plus petits aux plus grands, avec une coopération considérable de tout le monde. Et une responsabilité considérable d'ailleurs des États et des institutions dans la mise en œuvre de ça, parce que, comme l'a dit certains d'entre vous, il y a longtemps qu'on en parle
Et maintenant, il faut vraiment agir. Il y a une urgence partout, d'ailleurs. On le voit dans tous les continents du monde. Est-ce que quelqu'un a une première question? Oui. Merci beaucoup. Je voudrais revenir au thème du débat et savoir, parce que je vous ai tous écouté parler de finalement comment flécher l'épargne pour la croissance, mais je n'ai pas tout à fait compris quel était le moyen le plus efficace d'atteindre la meilleure allocation de cette épargne pour la croissance. S'il y avait quelque chose à faire à l'intersection, comme Tim Collins l'a dit, entre peut-être les territoires, le gouvernement et les institutions financières, ou s'il y avait quelque chose de différent et de plus efficace encore à effectuer. Merci. Merci. Je vais laisser répondre nos intervenants. Il y a une coordination qui existe. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a... alors, peut-être que je parle pour France 2030, qui est le programme que j'ai l'honneur de présider, mais qui fait que l'État a pris en main une grande partie en affectant des financements de façon considérable, puisque 53 milliards d'euros à déployer d'ici 2030 sur des secteurs de croissance qui sont très identifiés. Ce n'est pas toute croissance, ça a été des priorités, il y en a 17, elles sont clairement identifiées, les objectifs sont tout à fait clairs, et maintenant il faut déployer et mettre en œuvre, à la fois avec le rôle de la puissance publique française, mais pas seulement bien entendu, parce que ça ne se fera pas dans du financement d'État, mais à travers d'autres choses. Oui, peut-être pour compléter, Patricia, nous on se reconnaît, le capital investissement français, on se reconnaît bien dans France 2030. Donc ça veut dire à la fois dans les sujets qui sont portés, hein, de thématiques et de secteurs d'investissement. Je pense qu'on agit justement comme un levier de ces investissements France 2030. Donc c'est un peu plus de 50 milliards. 50 milliards, c'est ce qu'on investit chaque année. Et avec une diversité très large en fait, hein, des acteurs. Puisque je le rappelais, mais c'est à la fois au début de l'entreprise, donc dans les startups pour le financement de l'innovation, mais jusqu'aux PME et aux ETI qui sont finalement dans l'ensemble des territoires et sur tous les secteurs. Donc je pense qu'il faut continuer à jouer ce rôle finalement de levier, tous ensemble et collectivement. Nous, ce qu'on observe quand même, hein, c'est que ce fléchage de l'épargne en France, il accélère, puisque les particuliers au sens large sont devenus les deuxièmes souscripteurs du capital investissement français en 2021. Donc je pense que ça a été dit plusieurs fois, les planètes s'alignent et en fait tout le monde y va. C'est ce qui fait qu'on est plutôt optimiste. C'est qu'on est dans un moment où, que ce soit la distribution, que ce soit les gérants, tout le monde est en train d'aller sur ce sujet-là. Vous avez tous un sentiment de plus grande responsabilité collective et de plus grande coopération entre les uns et les autres. Est-ce que c'est vrai aussi aux États-Unis, en Asie et en France, que les challenges sont tellement grands et la prise de conscience désormais faite que c'est une action multiforme mais globale et avec une responsabilité qui est différente de celle qui était avant? Non, mais je pense qu'il y a une immense responsabilité vraiment collective sur ce sujet. D'abord, on fait des sommes de petites choses. Hein. On accompagne chaque fois au quotidien des entreprises qui sont dans leur chaîne de valeur. C'est ça le métier du capital investissement. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ce qui change vraiment, c'est qu'on a une responsabilité sur tous ces enjeux d'évolution de notre économie, transition, tout ce qui a été évoqué ces 2 jours, écologique, qui est complètement incroyable. Et puis une vraie responsabilité vis-à-vis de l'épargnant. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que quand ils viennent, ça nous oblige. Quand un institutionnel vient, ça nous oblige, évidemment. C'est son métier, mais c'est son métier. Un particulier, c'est absolument majeur. Et si on veut réconcilier et qu'il soit plus présent dans le financement de l'économie, il faut qu'il y soit bien, il faut qu'il gagne de l'argent, c'est l'objectif, et qu'il retrouve aussi les critères extra-financiers. Donc on est à ce moment-là du cycle de financement de nos métiers. Et voilà. Et donc je pense que c'est vraiment très très conscient dans les 300 membres de France Invest et dans leur tête. Mais ça va bien au-delà de la France. Hein. Je pense que c'est un sujet planétaire. Ouais. On va être privé de débat bientôt. Donc, Manu, une seconde pour chacun. Just 1 second. Yeah, for just 2 points. 2 points. Je pense que le secteur des épargnants ne sert pas vraiment son client final. Que ce soit l'éducation des enfants, tout ça. Il y a une distorsion dans le système financier. On voit bien ce comportement. Tous
tous les investissements vont dans des grandes sociétés au détriment des petits. Ça n'aide pas les épargnants. On a besoin de réformes dans les marchés des capitaux pour alléger cela. Et puis, la structure du secteur en Allemagne, par exemple, vous avez des institutions spécialisées qui, justement, sont au service des PME. Et c'est la raison pour laquelle ces économies-là ont autant de succès. Il nous manque cela dans certaines économies. On a besoin d'introduire les outils d'intervention nécessaires au niveau des institutions étatiques pour diriger, en fait, les épargnes vers les PME. Alors, en 30 secondes, d'abord, plutôt raisonner en termes d'écosystème, alignement des acteurs, de nombreuses choses qui doivent, en fait, c'est des petites choses qui toutes doivent aller ensemble. Un deuxième point, peut-être qu'on n'a pas évoqué, si on veut vraiment avoir des particuliers, et s'il y a des incitations fiscales, il faut une certaine stabilité. Parce qu'au bout d'un moment, on essaye de retoucher chaque année, et ça devient extrêmement complexe, et on perd, en fait, les gens en route. Juste, Claire, une seconde. oui, 3 secondes. Je crois qu'en termes de responsabilité, effectivement, il y a un terme qu'utilisent beaucoup les anglo-saxons, c'est la license to operate, social license to operate. Je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi la responsabilité que nous avons. Alors, je dirais en français, notre permis d'investir quelque part, le faire justement en respectant et en accélérant sur ces enjeux climatiques, mais aussi sociétaux, je l'ai dit au début, partage de valeurs, et puis aussi plus de parité, diversité et d'inclusion. Je crois que c'est flécher l'épargne pour la croissance, oui, mais flécher l'épargne pour la croissance durable et inclusive. Voilà. Je crois qu'effectivement, la question de flécher l'épargne à la croissance, elle est assez ancienne. Les réponses maintenant, compte tenu des enjeux, de la compréhension qu'on a de ces enjeux, la rend plus complexe, plus urgente, plus brûlante que jamais, mais je pense que vous y avez apporté des réponses, ou en tout cas des débuts de réponses. Je suis frappée de ce sentiment collectif qu'on a tous il faut maintenant agir, et agir de façon majeure partout. C'est vrai en Asie, c'est vrai aux États-Unis, et de changer nos habitudes, inclure tout le monde, les entreprises, les investisseurs, les gouvernements aussi, l'action publique, et pas seulement. Mais ça n'est qu'à cette condition-là, et en bougeant très vite et de façon très massive, qu'on va y arriver. Mais merci beaucoup, vous avez contribué largement à notre débat impossible.